Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Merci Gilda Sadjakoto, merci messieurs et dames, vous tous qui nous recevez. 5 sur 5 chez vous sur la 96.3, également sur le www.radiovictoire.fm. Alors, je le disais dès l'entame de cette édition, la facilitation ghanéenne dans la crise togolaise est au point mort. Où en est-on exactement avec le dialogue inter-togolais démarré le 19 février dernier, lequel dialogue est censé régler la crise qui secoue notre pays, le Togo, depuis le 19 août de l'année dernière. Le président Faure Gnassingbé, dans son adresse à la nation, le vendredi dernier, a annoncé que le dialogue va se poursuivre et au même moment, les élections vont se tenir dans les délais constitutionnels. Le gouvernement annonce également l'ouverture prochaine de dialogue avec les centrales syndicales. Qu'en est-il? Ou bien qu'est-ce qui va meubler ce dialogue social? Voilà donc entre autres préoccupations pour lesquelles nous avons invité pour vous, messieurs et dames, ce matin, monsieur Gilbert Bahara, ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme administrative. Il a également le point focal unir au dialogue inter-togolais ouvert le 19 février dernier. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Joachim et bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs. Je voudrais commencer d'emblée en rectifiant quelque chose que vous venez de dire qui n'est pas exact. Je ne suis pas le point focal du parti unir au dialogue, mais plutôt du gouvernement. Donc les deux entités ne doivent pas être mêlées et il n'y a pas de confusion à entretenir entre... Oui, mais parfois c'est difficile pour nous de faire la différence ou la distinction entre gouvernement et unir. En revanche, Joachim, contrairement à beaucoup qui se cachent soit derrière la société civile ou la diaspora, j'ai toujours assumé avec fierté être militant et un des cadres du Parti Unir. Voilà. Alors, monsieur le ministre, ma toute première question, vous avez annoncé au nom du gouvernement, mardi 1er mai, l'ouverture imminente d'un dialogue entre le gouvernement et les centrales syndicales, disons les acteurs sociaux. À quoi les fonctionnaires togolais et aussi le peuple togolais peuvent s'attendre? Oh, vous savez, ces derniers temps, le front social a été marqué par beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements sociaux, des grèves à répétition, la perturbation des activités scolaires et pédagogiques, un certain nombre de remous dans le secteur de la santé, au ministère de la fonction publique, un certain nombre de difficultés de grève. Et il y a certains problèmes qui ont commencé à trouver des solutions. Bien entendu, à travers le dialogue, la concertation. Le 19 avril, à l'issue de séries de discussions, d'échanges approfondis, où les représentants des fédérations des syndicats d'enseignants, la coordination des enseignants du Togo CZ, des représentants des centrales syndicales, la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et l'union togolaise des associations des parents d'élèves et étudiants, avec le gouvernement, avec des cadres de l'administration, nous avons discuté, nous avons abordé en long et en large tous les problèmes et tous les défis du système éducatif togolais, bien entendu dans le sillage du travail qui avait été déjà fait en 2017 et nous sommes parvenus à un protocole d'accord. Cela va permettre de rétablir un climat d'apaisement et de sérénité dans ce secteur. Nous considérons que c'est un début, parce qu'il y aura nécessité de beaucoup de travail sur le terrain, d'échanges, d'informations, de sensibilisation avec nos frères et sœurs enseignants pour comprendre les efforts qui sont engagés et surtout veiller à ce que les engagements qui ont été pris de part et d'autre puissent être respectés et que la sérénité et l'apaisement dont nous parlons ne soient pas ponctuels pour 2017 et 2018, mais ce soit dans le temps. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons engagé des discussions avec l'optique d'un plan quinquennal. C'est pour dire que notre espoir et notre souci, c'est les discussions pour faire mettre en œuvre les engagements pris pour que les années qui viennent soient marquées par une certaine tranquillité et un apaisement dans le secteur de l'éducation. Il y a beaucoup de défis, de préoccupations qui peuvent être exprimés aussi sous forme de revendications ou de doléances. Un groupe de travail a été mis sur le secteur de la santé. Oui. Ce groupe de travail avance.
Et nous apprécions l'engagement des femmes et des hommes, notamment membres des organisations syndicales qui sont engagés dans ce groupe de travail. Et nous sommes confiants que la même volonté, la même détermination, le souci de l'intérêt général qui a caractérisé le travail au niveau du secteur de l'éducation, ce sera également le même état d'esprit qui va nous guider et nous déterminer dans le secteur de la santé, tous les problèmes qui existent, la question du statut particulier, Oui. la question des investissements dans le système de santé, à la fois pour réhabiliter, rénover... Je vais revenir sur cet aspect tout de suite. Mais, monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure quand même, vous étiez revenu sur l'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation. Est-ce que cela est synonyme de la fin des remous dans ce secteur? Non, ce protocole d'accord. Non. Je n'ai pas une boule de cristal, le gouvernement n'a pas une boule de cristal. Oui. Mais il n'y a pas de raison de ne pas se faire mutuellement confiance entre le gouvernement et les acteurs du système éducatif, notamment les organisations et coordinations de syndicats d'enseignants. Nous pensons que c'est à travers une véritable approche participative, un vrai partenariat entre tous les acteurs, où à la veille du débat budgétaire, c'est ce qui est d'ailleurs prévu dans ce protocole d'accord, il y aura des discussions sur les prévisions de dépenses, à la fois pour déterminer quelles sont les préoccupations et les défis, et d'autre part, comment assurer une allocation et une affectation des ressources de manière judicieuse, afin que toutes les préoccupations et tous les défis puissent être pris en compte. Il y aura un dialogue et une concertation permanente sur le terrain. Un certain nombre de réformes structurelles seront engagées, y compris à travers le statut particulier qui sera adopté. Dans les semaines qui viennent, le gouvernement va saisir l'Assemblée nationale afin qu'il y ait un débat sans vote à l'Assemblée nationale pour permettre au gouvernement d'adopter le statut particulier. C'est ce qui est appelé d'ailleurs dans le protocole. Le but de ce débat, c'est à la fois pour permettre à la représentation nationale d'enrichir, d'apporter sa contribution, de s'approprier, de donner une véritable assise et un socle national à ce texte qui est important. Mais c'est aussi de permettre aux organisations syndicales d'apporter des observations complémentaires, s'il y en a. Vous voyez l'esprit... Est-ce que des consignes seront données aux députés, disons à la majorité, de pouvoir orienter cela toujours en faveur ou bien selon le desiderata du gouvernement? Non, pas du tout. Les députés sont des femmes et des hommes très responsables. Ils ont le même souci que les acteurs du système éducatif. Ils ont le même souci que le gouvernement. C'est à la fois d'instaurer durablement un climat de sérénité, de tranquillité et de sécurité. Nous devons veiller à sanctuariser les milieux éducatifs et faire en sorte qu'un certain nombre d'intrusions et d'agissements que nous avons relevés par le passé ne puissent se reproduire. Donc à partir du moment où nous avons des objectifs communs, un intérêt partagé, de voir notre système éducatif évoluer, de voir les enfants de notre pays être mieux formés, je ne vois pas qu'il y ait une nécessité de donner des instructions quelconques. Et ce n'est d'ailleurs pas dans la culture du gouvernement de chercher à donner des instructions à des députés qui sont censés être indépendants. La mise à exécution donc de ce plan quinquennal, en tout cas ça va s'étendre sur 5 ans. Donc ça veut dire que le dialogue, les discussions vont se poursuivre pour que les rentrées ne soient plus perturbées par des grèves d'ici 5 ans. Si je comprends bien. Le même protocole d'accord a prévu deux mécanismes. Un comité de suivi et d'évaluation qui va se mettre en place dans les tout prochains jours. Nous allons saisir les parties prenantes signataires, notamment les fédérations et coordinations de centrales syndicales, mais également tous les autres qui sont censés être des témoins pour que les représentants soient désignés. Donc un comité de suivi et d'évaluation sera installé. Mais nous tenons aussi compte du fait qu'il pourrait advenir des incompréhensions ou des difficultés. En ce moment-là, un mécanisme d'arbitrage et de conciliation est également envisagé, notamment dirigé par le Conseil national du dialogue social et comprenant des représentants des centrales syndicales, de la coalition nationale pour l'éducation pour tous et les responsables de l'enseignement confessionnel pour aider à surmonter
d'éventuelles difficultés et incompréhensions qui surviendraient dans la mise en œuvre de ce protocole d'accord. Oui, mais quand même, M. Barra, nous avons suivi les centrales syndicales la dernière fois. Ils disaient dans leur plateforme, disons, dans leur cahier de doléances, il faut revenir sur la revalorisation de la valeur indiciaire et surtout le rétablissement d'indemnités de départ à la retraite. Pourquoi ne ramenez-vous pas du tout l'indemnité de départ à la retraite alors que vous connaissez la situation des travailleurs togolais? Non, la plateforme de revendication ou le cahier de doléances des partenaires sociaux, notamment des centrales syndicales et même du patronat, contient beaucoup de points que les deux que vous venez d'épingler. Au-delà de la question de la valeur indiciaire, de l'allocation de départ à la retraite, des conditions de santé et de sécurité au travail, des comités d'entreprise, de l'extension de la protection sociale, du respect des normes et de la législation du travail, il y a suffisamment de points qui seront inscrits à l'ordre du jour de nos prochaines discussions. Je voudrais profiter de vos antennes pour informer que depuis hier déjà, donc c'est-à-dire dès le lendemain du 1er mai, j'ai déjà adressé une correspondance aux centrales syndicales pour les convier au lancement et au démarrage des discussions soutenues à partir du 11 mai prochain. Et à l'agenda figure pratiquement une dizaine de points, y compris la question de la valeur indiciaire, la question de l'indemnité de départ à la retraite. Je ne voudrais pas anticiper et commencer à donner des explications ou des orientations concernant certains points. Quand vous parlez par exemple de l'indemnité de départ à la retraite, vous connaissez le contexte dans lequel il avait été instauré pendant la conférence nationale souveraine, pratiquement dans un esprit de démagogie et de populisme, comme il en existe par moment dans notre pays. À un moment donné, il faut... Mais les acteurs se sont accordés à l'époque sur la nécessité, le bien fondé de cela. Je dis qu'à l'époque, les acteurs avaient été motivés et guidés par le populisme et la démagogie. Cela ne signifie pas que cela n'était pas nécessaire. Mais le gouvernement avait pu dérouler cela. Maintenant, il faut réfléchir à la situation de manière dépassionnée, avec un certain recul, examiner la situation telle qu'elle se pose aujourd'hui, avec une accumulation d'année en année d'arriérés qui ont gonflé, y compris la dette intérieure, l'impossibilité face auquel le gouvernement et l'État togolais s'est retrouvé d'honorer le paiement régulier de cette indemnité de départ à la retraite et surtout la source de financement et les modalités de financement de cette indemnité. Vous savez, le gouvernement a indiqué dans notre discours du 1er mai qu'aucun sujet ne sera éludé, aucune question ne sera occultée. Le gouvernement est ouvert à la discussion sur tous les sujets. Mais nous devons le faire avec le sens de la responsabilité et le sens de la cohésion nationale. Parce que aucune catégorie, aucune couche de la population ne doit être ignorée dans ses aspirations et dans ses attentes en matière de conditions de vie et de travail. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le voit, quand les fonctionnaires de l'administration publique partent en retraite, parfois c'est le regret. La situation, il faut l'analyser avec beaucoup de lucidité. Ou bien la situation parfois est reluisante. Pour le moment, je n'ai pas d'indication à donner. Nous abordons ce dialogue avec un esprit ouvert. Et donc, à ce stade-là, je ne voudrais donner aucune indication qui pourrait accréditer le sentiment que le gouvernement a une opinion toute faite. Non. Nous abordons ça avec des femmes et des hommes qui sont aussi des gens responsables. Et aucun sujet ne doit effrayer et faire peur. Les agents de votre propre ministère, votre propre département ministériel ne sont pas du tout contents de leurs conditions de vie et de travail. Alors, mais dans cette atmosphère ou dans cette ambiance assez morose, vous avez sorti récemment une note de mise à pied d'1 mois. D'abord, est-ce que c'est vous-même qui avez signé cette mise à pied? Mais cette note. Je suis le responsable, le premier responsable de ce département. Je ne vois pas qui d'autre que moi prendrait ce genre de décision. Et pourquoi avez-vous pris cette décision? D'ailleurs, de par la loi, le statut général de la fonction publique,
La mesure disciplinaire dont vous parlez ne peut être prise que par le ministre de la fonction publique que je suis. Donc, qu'il s'agisse d'agents travaillant dans mon ministère ou qu'il s'agisse d'agents travaillant dans d'autres ministères, la mesure à laquelle vous faites référence, la mise à pied d'un mois, seul le ministre de la fonction publique peut le faire. Oui, mes camarades et collaborateurs ont exprimé un certain nombre de préoccupations qui se résument à 3 points. Le premier point, c'est les conditions de travail, notamment le cadre de travail, les locaux et les équipements. J'ai annoncé il y a quelques semaines en arrière que le ministère de l'économie et des finances et mon ministère sont en négociation pour acquérir sous forme de location un immeuble entier qui sera rénové, réhabilité, équipé afin d'abriter le maximum de services du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Donc, je considère que ce sujet est pratiquement réglé. Parce qu'on n'améliore pas le cadre du travail par une baguette magique. Lorsque j'avais été nommé, il y avait un projet de construction d'un bâtiment administratif. Le marché avait été déjà attribué. Le budget prévoyait une allocation de 900 millions pour la construction de ce bâtiment. Mais le marché avait été attribué pour un montant de 2 milliards. Mais je pose la question, où allons-nous trouver le différentiel? Les 1 milliard 100 millions pour combler cette attribution de marché. Je ne trouve pas de réponse satisfaisante. Où va être implanté le bâtiment administratif? Le marché était attribué sans qu'on ait une précision et une clarté sur l'emplacement de la construction de l'immeuble. J'ai estimé en toute responsabilité qu'il fallait invalider et annuler ce marché. C'est ce que j'ai fait. C'est justement le réaménagement de ces ressources budgétaires qui va permettre de louer un bâtiment, de respecter scrupuleusement les règles de passation de marché, de le réhabiliter et de le rééquiper. En revanche, les 2 autres préoccupations, le 13e mois. Vous savez, je suis indulgent et compréhensif envers certains syndicalistes et certains agents qui parfois méconnaissent la loi. Le 13e mois, c'est quelque chose qui existe dans le secteur privé. Notamment lorsque une entreprise fait des bénéfices et distribue des dividendes, il y a une sorte de gratification aux travailleurs sous forme de 13e mois. Dans la fonction publique, il n'existe pas de 13e mois. Mais cela existe sous d'autres formes. Oui, mais si ça existe sur d'autres formes, en ce moment-là, il faut le préciser et on examinera. Donc, cette question-là, pour moi, n'a pas lieu d'être. Pourquoi instaurerait-on un 13e mois pour seulement une infime partie des fonctionnaires et non pas pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État? Dites-moi, quel serait le fondement et le soubassement objectif et impartial d'une telle mesure? Est-ce que vous leur avez expliqué tel que vous le dites? J'ai reçu à plusieurs reprises les responsables syndicaux de mon ministère et même l'ensemble du personnel auquel j'ai expliqué ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais est-ce que vous avez prévu aussi des moyens de gratification pour les encourager? Enfin, il y a la question de primes de rendement. Oui. Monsieur Joachim, vous êtes recruté comme fonctionnaire déployé au ministère de la fonction publique. Votre rôle, c'est de vous occuper des recrutements, des titularisations, des promotions. Et puis, à l'occasion de l'exercice de ces responsabilités qui font partie de votre cahier de charge, vous me dites, il faut une prime de rendement. Non, cela ne se justifie pas. S'il était établi que vous avez une charge de travail supérieure à la norme, et à ce qui est attendu de vous, à partir de ce moment-là, nous pouvons discuter. Non, je crois qu'il faut éviter de se lancer dans des revendications pour revendiquer. Donc, je dis bien, une partie des préoccupations me paraît légitime, notamment en ce qui concerne le cadre du travail. Là, c'est les conditions de travail. Ah oui, oui. Maintenant, les conditions de vie, vous pensez que ils sont les conditions de vie sont difficiles, doivent continuer à être améliorées, mais doivent l'être dans un esprit de justice et d'équité en tenant compte de l'ensemble des couches et catégories de la population, mais surtout des agents qui sont dans la même situation. Il n'y a pas de raison
d'instaurer des mesures discriminatoires. Oui, mais est-ce que leurs charges sont au même diapason que les charges des agents d'autres départements ministériels? Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Oui. Si vous êtes recruté et déployé dans mon ministère pour vous occuper des recrutements, c'est votre travail, ça. Oui. Où se trouve la charge de travail supplémentaire qui justifierait qu'on vous attribue des primes de rendement pour le travail pour lequel vous avez été recruté? Est-ce que, parce que vous invitez le ministre Gilbert Bahara ce matin, vous allez voir votre employeur pour lui dire, mais le ministre Bahara a répondu à mon invitation, à la fin du mois, il faut ajouter quelque chose à mon salaire? Puisqu'on sait chaque matin qu'à partir de 7 heures, on peut écouter Joachim dans ce journal et dans ce débat. C'est votre rôle, c'est votre travail. Vous savez, il faut sortir d'un certain état d'esprit. Maintenant, la mesure à laquelle vous faisiez allusion, qu'est-ce qui s'est passé? Prétendant organiser une grève ou une activité syndicale, un groupe d'agents dans les locaux du ministère prennent les dossiers des usagers, les dossiers qui nous sont confiés et que nous avons la responsabilité, non seulement de traiter, mais de protéger. Jettent ces dossiers par terre, filment leurs actes et mettent ça sur les réseaux sociaux. Ça ne se passera pas dans la fonction publique, ni dans mon ministère, ni dans aucun autre ministère. Et lorsque des demandes d'explication leur ont été soumises, ils se sont référés à quelqu'un qui se dit responsable de l'organisation syndicale. Ils ont fait le même texte qu'ils ont écrit, chacun a reproduit le même texte pour envoyer. Je pense que ce n'est pas responsable, ce n'est pas professionnel. En dernier lieu, pour essayer de plaider la clémence, c'est également une organisation syndicale qui m'écrit pour me dire que non, elle écrit pour protester contre ma mesure. Mais vous savez, je dois encore répéter une fois de plus, comme je l'ai déjà fait avec les organisations syndicales, notamment les centrales syndicales. Le mot d'ordre de grève est généralement collectif parce que c'est une organisation syndicale qui appelle à la grève. Mais l'exercice du droit de grève est individuel et conduit à des mesures d'ordre individuel. On ne sanctionne jamais l'ensemble des affiliés d'une organisation syndicale parce que cette organisation syndicale a appelé à une grève. C'est en fonction du comportement et des actes de chacun que des mesures sont prises. Bien entendu, respectant les orientations que le président de la République a annoncées dans son discours du 27 avril, le gouvernement va mettre davantage de moyens pour aider à l'éducation ouvrière, à la formation et au renforcement des capacités des organisations syndicales, parce que dans notre pays, nous avons besoin de syndicats, nous avons besoin de partenaires sociaux avec lesquels engager un dialogue constructif et responsable dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos concitoyens. Vous avez pris cette mesure disciplinaire, c'est bien, mais quand même ne voyez-vous pas que peut-être c'est un peu d'indifférence marquée vis-à-vis des préoccupations de Sinamfop, des agents de Sinamfop, ou bien une petite négligence qui a entraîné cet état de choses? Vous pouvez avoir votre appréciation des choses. Je suis ministre pour assumer une responsabilité, je l'assumerai jusqu'au bout. Si des gens, pour des motivations, des objectifs et des desseins sombres, veulent transformer le syndicalisme... Desseins sombres, dites-vous? Ah, bien entendu. Oui, non, mais veulent transformer le syndicalisme... Vous souscrivez quand même à leurs revendications, vous avez reconnu au moins. Oui, je dis, mais quand il y a des excès et des dérives, il faut aussi savoir agir. Et en l'espèce, je considère qu'un agent, fût-il responsable syndical ou syndiqué, n'a pas le droit de prendre les dossiers des usagers, de les jeter à terre, de filmer ça et de mettre ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous aujourd'hui de leur demander, messieurs, vous ne pouvez plus faire de grève dans mon ministère? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas liberticides. Ils vont craindre, ils vont avoir peur. Non, ils n'ont pas de raison de le craindre. La preuve, puisque je suis constamment en dialogue avec les autres partenaires sociaux, pourquoi ne pas le faire dans mon propre ministère? Alors, là, je ne peux pas accepter un certain nombre de comportements qui relèvent de l'irrespect
vis-à-vis des usagers des services publics et vis-à-vis de l'autorité de l'État. Le chef de l'État dit, vous aviez briefé cela tout à l'heure, je souhaite également insister sur la nécessité pour les organisations professionnelles de promouvoir en leur sein le renforcement des capacités et la formation aux grands principes du syndicalisme, notamment la séparation d'avec les questions politiques et partisanes. Ça, c'est le chef de l'État, Fogna Simbe, qui l'a dit le vendredi dernier. Alors, monsieur le ministre, les agents de la fonction publique démarrent une nouvelle grève de 48 heures. Aujourd'hui même, suite à l'appel de la STT. Parmi les syndicats membres de la STT se trouve le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, le Synfort. Alors, vous aviez mis en place un groupe de travail. Où en est-on? Non, le groupe de travail continue son œuvre. Les questions inscrites à son ordre du jour continuent à être examinées. Depuis hier, le groupe a invité un certain nombre de responsables de services sanitaires pour échanger, recueillir des informations. Et donc, nous allons continuer à travailler. Vous voyez, j'imagine que beaucoup de Togolais sont perdus. Il est souvent difficile de savoir quelle est la différence entre le Synfort et la STT. Et nous savons qu'il y a un certain nombre de personnes qui, poursuivant des objectifs politiques clairement affichés. Objectif politique. Clairement affiché. Non. Nous avons reçu Dr Gilbert Cholignanou ici, hier même. Il a été clair qu'au niveau du Synfort, il y a toujours cette ligne de démarcation. Est-ce que ces derniers temps, vous connaissez les couleurs qu'arbore le Front citoyen Togo de Go? C'est quelle couleur ils arborent? Couleur noire. Quelle couleur vous avez aperçu le 1er mai chez un certain nombre de syndicalistes? Mais ce n'est pas la première fois. Non, je pose la question. C'est une couleur noire, mais ce n'est pas la première fois que la STT porte et arbore cette couleur. Qu'est-ce que ça vous inspire, Joachim? Le deuil, le mécontentement. Non, non, c'est ça la confusion. Ah bon? Chasser le naturel, il revient au galop. Monsieur le ministre, je ne suis pas satisfait de votre réponse, cependant... Non, on s'est compris. Et je suis certain que tous vos auditeurs et auditrices nous ont également compris. Le chef de l'État a annoncé également la création de centres de formation à Dapaon, à Tapamé, Tchévié et Kpalimé, centre de formation des infirmiers, des sages-femmes. Est-ce que c'est le besoin du moment? Non. Le président de la République mène une politique harmonieuse et équilibrée. Nous sommes dans le secteur de la santé. Oui. Vous devriez préciser que le président de la République, dans son discours, a annoncé 3 mesures qui s'équilibrent. D'abord, l'amélioration de la gestion et de la gouvernance du système de santé à travers le programme de contractualisation qui va se poursuivre et s'étendre à d'autres formations et structures sanitaires. Il a annoncé le renforcement du système de formation des personnels à travers la création de ces écoles dans les localités que vous venez d'indiquer. Mais il a également annoncé la mise en place d'investissements afin de rénover, de moderniser le plateau technique et les conditions de fourniture des soins de santé à la population togolaise. Et donc, il ne s'agit pas de se concentrer exclusivement sur la formation en délaissant la question de la gestion, de la gouvernance du système de santé. Et il ne s'agit pas non plus de traiter des 2 problèmes de formation, de gouvernance et de gestion en occultant le fait qu'il y a de vrais problèmes en matière d'équipement et d'infrastructure. Voilà, tous ces problèmes, y compris ceux qui sont en train d'être examinés actuellement par le groupe de travail, à l'issue de ce groupe de travail et des conclusions qui seront soumises au gouvernement, vous verrez qu'il y aura encore des mesures et des réformes supplémentaires qui seront initiées et engagées par le gouvernement. Oui, donc la contractualisation, est-ce selon les hautes autorités, les plus hautes autorités, la solution au problème dans les centres de santé? Ce n'est pas une solution exclusive. Je viens de vous expliquer que tout se tient. Oui. On a annoncé à la fois des investissements, on a annoncé la formation, la poursuite de la contractualisation, tout en faisant confiance au groupe de travail qui est en train d'examiner un certain nombre de préoccupations, y compris
la question du statut particulier des personnels paramédical, médical et autres, la question de la sécurité même des personnels de santé sur le lieu de travail, la question de la bonification d'ancienneté, tous les sujets qui sont examinés actuellement par le groupe de travail déboucheront évidemment sur des conclusions dont nous espérons heureuses et ces conclusions vont inspirer d'autres mesures et réformes que le gouvernement engagera. Donc très bientôt, le Togo sera doté d'un centre hospitalier de référence? C'est un processus. Un investissement ne produit pas des effets du jour au lendemain. Quand on commence à construire un bâtiment, il faut commencer par les fouilles, la construction des fondations, les murs, après la finition. Oui, donc, mais on a tout porte à croire comme si c'est le Saint-Fort qui vous réveille. Non, non, pas du tout. Justement, c'est l'erreur que certains croient en étant engagés dans un radicalisme qui n'a pas lieu d'être. Non, non, il touche la réalité du terrain que les populations constatent, tout comme vous aussi. Vous savez, je ne crois pas que des gens appartenant à une seule organisation syndicale fassent preuve de plus de conscience professionnelle et de responsabilité plus que les autres. Je crois que tous les syndicats, dans le secteur de la santé notamment, sont des femmes et des hommes qui sont responsables et consciencieux et qui souhaitent non seulement l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, mais également de meilleures conditions de santé pour notre population. Monsieur le ministre, nous allons aborder le volet politique de cette émission. Tout simplement, où en sommes-nous pour le dialogue entre le pouvoir et l'opposition? Vous savez, parfois, ce n'est pas facile d'avoir raison trop tôt. Le gouvernement et la majorité avaient déjà anticipé qu'un certain nombre de difficultés et de facteurs prévisibles et présageables pourraient entraîner soit l'enlisement du dialogue ou un certain nombre de lenteurs. C'est pourquoi, dès le lancement, dès l'adoption du projet de révision constitutionnelle le 5 septembre 2017, c'est le président de la République qui a lancé et initié le dialogue politique. Il faut le rappeler. Oui. On fait comme si c'est ceux qui ont cherché à détruire le pays qui aurait été à l'origine. Ceux qui ont cherché à détruire on peut y revenir. Mais, Joachim, sur vos antennes, j'ai entendu une responsable de la coalition dire que si les manifestations ne font pas mal, y compris aux Togolais, aux commerçants, aux voisins, que ces manifestations n'auraient pas lieu d'être. Donc, j'ai comme l'impression, quand vous êtes un responsable et vous dites les choses dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Non, non. Que c'est la méchanceté. Vous faites allusion à Mme Adjamagbo, mais elle avait dit... Moi, je n'ai pas cité de nom. Non, non, oui, c'est nous qui l'avons interviewé ici. Elle disait, vous aviez déplacé la manifestation d'un quartier ou bien d'un groupe de quartiers vers un autre. Et nous lui avons posé le problème que le gouvernement disait que les riverains se plaignaient. Et elle a répondu, mais si on manifeste et cela ne fait pas mal, alors où se trouverait l'importance de cette manifestation? Je ne dis pas autre chose. Mais elle ne disait pas que ça doit détruire le pays. C'est une certaine méchanceté qui guide... Mais attendez. Pour moi, la manifestation, c'est d'abord une liberté fondamentale. C'est un droit démocratique et politique essentiel qui doit permettre d'exprimer des idées et des opinions et de défendre des convictions. Le but d'une manifestation, notamment d'une marche, ne peut pas consister à faire mal aux riverains, à s'attaquer à l'économie, à s'attaquer au commerce. Vous aussi, vous étouffiez ces manifestations? On n'a pas besoin d'étouffer quoi que ce soit. Non, mais vous avez empêché. Joachim, mais vous avez reconnu tout à l'heure que c'est un droit constitutionnel. Oui, qui doit s'exercer dans les limites prévues par la loi. C'est la même Constitution qui le dit. C'est la même Constitution qui le dit. Oui. Et cette loi de 2011 dit, lorsqu'il y a des risques de troubles graves à l'ordre public, l'autorité, notamment le ministre chargé de l'administration territoriale, a le droit de prendre les mesures qui s'imposent. Oui, et en l'espèce, il n'a même pas été question d'interdire, mais d'indiquer un certain nombre d'emplacements, d'itinéraires, où les gens pourraient s'exprimer, marcher,
et leur message serait également entendu. Donc, les riverains des axes au niveau de Bain, eux, ils ne sont pas des Togolais pour se plaindre aussi. Je n'ai pas dit ça. Oui, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais si vous déplacez ça d'un quartier à un autre... Écoutez, si demain, nos amis disent qu'ils ont décidé de déplacer leur manifestation plutôt à Kodjovia-Kopé, ou à Zanguera, ou je ne sais pas quel d'autre... Ou peut-être à Agoué. Pourquoi pas? Kofi Panou. Le gouvernement examinera en fonction des circonstances et se déterminera. Vous savez, si vous faites un petit tour d'horizon, non seulement de pays africains, mais de pays occidentaux, les pays à démocratie avancée, vous allez voir que partout, il y a des itinéraires, il y a des emplacements qui ne peuvent pas faire l'objet de manifestations. Ah oui. À Paris, il y a des endroits qui ne peuvent pas faire l'objet de manifestations. À Washington, il y a des endroits qui ne peuvent pas faire l'objet de manifestations. Non, mais on manifeste. À Bruxelles, à Berlin, là, à Genève. À Washington, récemment, j'ai vu des gens manifester devant la Maison-Blanche. À une vingtaine de mètres. Je dis il y a des emplacements qui ne peuvent pas faire l'objet de manifestations. Devant Capitole, les gens manifestent. Mais... Oui. Voilà les endroits qui constituent même le cœur de Washington. Ici, les gens voulaient manifester où? Devant la présidence? Oui, au Togo, allez-vous permettre aux Togolais d'exercer ce droit de manifester devant la présidence? Non, ça dépend des circonstances. Les gens que vous avez vus, c'était des gens pacifiques. Ce n'étaient pas des gens qui avaient à la bouche des discours de haine, des discours radicaux. Ce n'étaient pas des gens qui appelaient à la violence et à l'intolérance. Ça aussi, cet état d'esprit-là et ce contexte doivent être pris en compte dans l'appréciation de l'opportunité quant aux emplacements. Alors donc, pour revenir au dialogue, je disais que dès le début, le gouvernement et la majorité avaient bien perçu qu'un certain nombre de difficultés et de facteurs pourraient survenir et ralentir les efforts de dialogue. C'est pourquoi nous avions préconisé qu'entre nous, nous puissions commencer à échanger, à discuter. Éventuellement, nous aurions réglé un certain nombre de questions mineures et en cas de difficulté et de blocage sur des points essentiels, on aurait eu recours à des personnalités étrangères. Mais c'est également sur vos plateaux que nos frères et sœurs de la coalition ont dit facilitation ou rien. Vous savez, un chef d'État étranger, quelle que soit sa volonté et son engagement, et en l'espèce, on ne peut pas soupçonner les autorités ghanéennes et guinéennes de ne pas avoir la volonté et l'engagement de nous accompagner et d'aider le Togo dans le cadre du dialogue. Oui. Mais ils ont aussi leurs propres problèmes. En et interne. même parfois en interne. Et quand vous examinez dans tous ces pays-là, vous verrez que, bon, on peut s'interroger. Alors, donc, nous avons accepté volontiers. Est-ce que vous aviez quand même fait usage des passerelles, des coulisses pour que l'opposition revienne en de meilleurs sentiments et que vous puissiez, entre Togolais, vous asseoir pour discuter sur les questions mineures, tel que vous l'avez dit d'abord? Pas seulement des passerelles et des coulisses. Même officiellement, on l'a fait. Le 7 novembre 2017, le Premier ministre a adressé au chef de file de l'opposition une correspondance écrite, l'invitant à ce qu'il puisse se consulter et se concerter sur les modalités du dialogue. Et c'est ce genre de message que le Premier ministre voulait partager avec lui. Il a répondu favorablement. Il avait répondu favorablement en disant tout simplement qu'il avait des contraintes d'agenda, qu'il allait se déplacer et qu'à partir du 16 novembre, il serait disponible et répondrait à l'invitation du Premier ministre. Mais j'ai l'impression qu'entre-temps, ayant réfléchi un peu et dans la crainte de ne pas se laisser damer les pions par son comparse du PNP, il a dû se raviser. Vous savez, nous ne sommes pas à une contradiction près. Donc aujourd'hui, s'il y a un sentiment de lenteur, d'hésitation, ce n'est pas dû... Lenteur ou hésitation ou carrément une impasse? Non, je ne crois pas qu'il y ait une impasse. Oui, qu'est-ce qui achoppe aujourd'hui et vous n'arrivez pas à vous comprendre en tant que Togolais? En toute hypothèse, à un moment donné, je pense qu'il sera sain si il y a des blocages insurmontables de les constater et de les assumer.
Mais celui qui a la responsabilité de la convocation et de la conduite des débats, ce n'est pas le gouvernement. C'est la facilitation aujourd'hui avec les présidents ghanéens et guinéens. Le gouvernement et sa majorité sont disponibles à tout instant pour répondre à la convocation de la reprise des discussions. Mais au même moment, je vais vous citer le chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, le vendredi dernier. Il disait, je le cite, « Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire avancer le chantier des réformes politiques engagées dans le respect des délais légaux, des normes et principes de la démocratie et de l'état de droit, comme l'a indiqué le dernier communiqué final de la CEDEAO. » Fin de citation. Alors, qu'est-ce que le chef de l'État voudrait insinuer par là? Pendant que vous êtes au dialogue et il parle également du respect des délais légaux prévus par la Constitution. Il y a deux idées essentielles dans le message du président. En 2014, lorsque, en raison de la stratégie de blocage, d'obstruction et du radicalisme d'un parti politique, il n'a pas été possible d'opérer les réformes constitutionnelles. Avec le projet initié par le gouvernement, l'impression qui se dégage, c'est que c'est le gouvernement qui n'aurait pas été animé de bonne volonté. Cette fois-ci, le président veut rassurer les Togolais sur sa volonté et sa détermination à faire aboutir le chantier des réformes politiques. Les Togolais doivent être rassurés là-dessus. Les stratégies tendant à faire obstruction au dialogue, à bloquer le dialogue, à empêcher de parvenir à un consensus, à un compromis, c'est peine perdue parce que cela ne va pas émousser et freiner le gouvernement dans son engagement à faire adopter les réformes. Toutes les voies de droit légal qui sont permises seront utilisées pour faire adopter ces réformes. Le premier message, c'est celui-là. Deuxièmement, le dialogue n'a pas comme objectif de paralyser, d'affecter, de figer le fonctionnement de l'État. L'État est tenu d'assumer pleinement toutes ses responsabilités et toutes ses prérogatives. Oui, mais il y a des questions vitales, principales, qui sont qui font partie intégrale des sujets en discussion. Qui est celui qui est chargé de distinguer les questions principales et les questions accessoires? Qui le fait? Oui, mais quand même, monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, aller au référendum, respecter le délai constitutionnel, donner la parole au peuple, ou trouver le compromis au niveau du dialogue, lequel des deux vous semblez prioriser? Il n'y a pas de priorité à établir. Il y a des élections qui procèdent d'une échéance constitutionnelle. J'ai cru comprendre à travers les propos de nos amis de la coalition ici qu'il fallait impérativement reprendre les manifestations parce que cela est prévu par la Constitution. Mais c'est la même Constitution qui prévoit les délais auxquels il faut, à intervalles réguliers, organiser des échéances parce que les mandats, la durée des mandats des institutions sont fixés. Je n'imagine pas que nos amis seraient dans un esprit de sélectivité dans les dispositions constitutionnelles. Oui, mais dans ces dispositions constitutionnelles, aller aux élections, d'accord, mais les institutions en charge de l'organisation de ces institutions sont aussi critiquées. Et vous en parlerez, ou vous en parlez déjà, au niveau du dialogue. La position du gouvernement et de la majorité est claire à ce propos. Toutes les actions, tous les actes qui procèdent de la responsabilité de l'État, quelles que soient les institutions qui doivent exécuter cela, y compris la Commission électorale nationale indépendante, toutes ces prérogatives et toutes ces responsabilités-là doivent être assumées. Le dialogue doit se poursuivre. Le jour où le dialogue débouchera sur une issue, nous sommes suffisamment responsables pour en tirer toutes les conséquences. Mais si les gens se mettent... le dialogue, si je comprends bien, de manière simple, le dialogue se déroule, mais on prépare aussi les élections en parallèle. Bien entendu. Et le jour où le dialogue aboutit, nous en tirons les conséquences. Si le dialogue aboutit à une solution qui est telle que, par exemple, qu'il faille remodeler une opération électorale ou une structure engagée dans le processus électoral, on le fera. Mais nous ne pouvons pas attendre.
Si nous nous engageons, Oui, mais si nous nous engageons, non, Joachim, Oui. nous savons qu'il y a des gens qui sont dans une logique de blocage. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas permettre à un groupe de femmes et d'hommes de prendre le pays en otage. Cela doit être compris. Oui, alors là, les monsieur gens, le ministre, vous êtes oui. le point focal du gouvernement au niveau du dialogue. Oui. Quels sont exactement les points d'achoppement au dialogue? Les Togolais, vous êtes ici pour éclairer la lanterne des gens. Oui. Oui. Mais contrairement à d'autres, nous nous sommes engagés dans le cadre du dialogue et de la facilitation à ce que le contenu de nos discussions ne fasse pas l'objet de débats publics. Non, mais quand même, essayez quand même de lever cet équivoque. Qu'est-ce qui achoppe? Qu'est-ce qui est le problème? Le gouvernement, la CEDEAO, je crois que cette fois-ci, la CEDEAO vient de cadrer les choses. La phrase que vous venez de citer du communiqué de la CEDEAO dit tout. Le gouvernement a toujours été disponible et engagé pour les réformes, mais il doit s'agir de réformes qui respectent scrupuleusement les principes et les règles de la démocratie et de l'état de droit. Alors, en démocratie, on opère des réformes dans un esprit neutre et impersonnel. En démocratie, dans un système d'état de droit, et les règles générales du droit disent la loi dispose pour l'avenir. Je dis, donc il y a un certain nombre de principes qui ne sont pas des principes togolais. Oui. Le gouvernement a toujours dit le dialogue et les réformes doivent avoir comme objectif de faire avancer et progresser la démocratie, l'état de droit, de créer les conditions d'apaisement et de décrispation, de nous permettre d'organiser des élections pour que le peuple togolais, dont les gens revendiquent d'ailleurs le monopole, et c'est d'ailleurs ça, j'ai entendu des gens parler de contradiction. Oui, le monsieur Jean-Pierre Favre dit qu'il y a contradiction dans les propos du chef de l'État. Il n'y en a pas. La grande contradiction, elle se situe chez cette coalition. Ah bon? Qui dit que le peuple est avec elle, mais refuse que le même peuple puisse être consulté. Vous ne trouvez pas ça contradictoire? Je dis que vous êtes mon ami, et quelqu'un vous dit, mais Joachim est à côté, saluez-le. Et je dis, non, je ne peux pas le saluer. Et c'est ça la contradiction. J'ai le peuple avec moi, et on dit non, on va consulter ce peuple. Non, on ne peut pas consulter ce peuple. Oui, non, peut-être les voies par lesquelles il faut aller consulter ce peuple, c'est peut-être cette voie-là que l'opposition dénonce. Vous savez, parfois il y a de mauvais génies qu'il faut éviter d'écouter. Lorsque le PNP et son leader, instrumentalisé et utilisé par un groupuscule de personnes, ont tenté un coup de force le 19 août ici, en voulant déstabiliser les institutions élues démocratiquement. Ils ont échoué le 19 août. Les 6 et le 7 septembre, un mauvais génie a inspiré le leader de l'ANC de dire que non, bon, ce qui n'a pas pu être obtenu par le coup de force le 19, lui, il va l'obtenir par la rue le 6 et le 7. En disant l'objectif du dialogue, c'est le départ immédiat du président de la République et éventuellement sa non-candidature. Je crois que c'est un mauvais génie qui l'a inspiré. C'est pour dire que quand on s'enferme soi-même dans un piège, il faut soi-même trouver une porte de sortie. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui tenir pour responsable ni le gouvernement ni sa majorité de n'avoir pas fait preuve d'ouverture, d'engagement, de volonté de compromis dans ce dialogue. Alors, je vous pose cette question sans détour. Voilà. Si la coalition vous dit aujourd'hui, en 2020, le chef de l'État, Fagne Assingbe, sera candidat, est-ce que vous allez opérer toutes les réformes? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans un... Mais de quel droit ils auraient... puisque vous faites allusion à cela, que les règles générales du droit disposent pour l'avenir, etc., que la loi doit être impersonnelle. Je vous réponds directement et clairement. Le dialogue n'a pas pour objectif et vocation de débattre des questions de personnes. C'est de débattre de notre pays. Comment faire progresser la démocratie et l'état de droit. Donc, si jamais nos amis venaient en disant non, 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 nous sommes venus avec une solution miracle, la solution miracle consiste à s'appesantir sur la situation d'un individu, d'un concitoyen
quel qu'il soit, je dis bien quel qu'il soit, même s'ils viennent pour dire votre ami Joachim, Bawara, votre ami Joachim, nous sommes venus pour dire que voilà ce qu'il pourrait être à l'avenir, je dirais que non, c'est le peuple togolais qui en décide, c'est pas vous. Ah bon? Voilà. Donc forcément, on doit passer par les urnes. Mais attendez, qu'est-ce qu'il y a, quelle autre méthode, voilà. quelle autre méthode et quel autre moyen en démocratie on a? Donc là, vous allez au dialogue sans pour autant être prêt à faire des concessions? Non, pour améliorer les règles du jeu. Oui. Et ces règles du jeu doivent être neutres et impersonnelles. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous demandez à l'opposition? Je n'ai dans le rien... cadre du dialogue. Non, non, oui. Nous de ne leur demandons rien. Nous ne leur demandons rien. Strictement rien. 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 Mais c'est le dialogue de sourds alors. Pourquoi? Messieurs et dames, vous avez la parole sur le 22 21 80 99 92 02 80 63 et deux interventions pour permettre aux auditeurs de pouvoir poser deux questions donc à notre invité sur le 92 02 80 63 ou bien 22 21 80 99. Allô? Alors, monsieur le ministre, une situation également se pose dans le pays, c'est que le Togo et la Guinée-Conakry sont épinglés par la justice française d'avoir cédé les terminaux portuaires au groupe Bolloré pour que celui-là favorise l'élection ou la réélection de Fogna Simbe et l'élection de monsieur Alpha Condé. Alors, monsieur le ministre, éclairez les Togolais. Vous êtes un bon journaliste. Le Togo n'est pas épinglé par la justice française. C'est vrai? Ce n'est pas encore épinglé, non, mais quand même, on indexe toujours mon pays. Je dis le Togo n'est pas épinglé par la justice française. Oui, mais on l'indexe toujours. Un opérateur économique français est poursuivi par la justice de son pays. Oui. Nous respectons la justice française. Nous sommes attachés à la présomption d'innocence. Pour le moment, nous avons des bribes d'informations à travers les commentateurs, les journalistes. Le Togo et l'État togolais n'a aucun élément fiable du dossier qui est en cours en France. Nous n'avons pas... La justice togolaise n'a pas été saisie par la justice française pour le moment? Je n'ai pas connaissance d'une démarche quelconque de la part de la justice française envers l'État togolais. Nous n'avons pas à prendre d'engagement particulier, nous n'avons pas à donner d'assurance quelconque parce que nous ne nous sentons pas concernés. Mais si dans la poursuite de la procédure judiciaire, l'État togolais était requis pour fournir une information ou quelques éléments que ce soit, soyez rassurés, nous le ferions volontiers sans aucun problème. Je crois que c'est proprement ridicule et même scandaleux, voire même un peu condescendant, d'imaginer qu'un communicant, un conseiller, une agence en communication pourrait avoir une influence quelconque sur une élection présidentielle dans un État africain, quel qu'il soit. Je parle de manière générale. C'est vraiment une injure à l'intelligence et à la sagesse des peuples et des citoyens africains. D'imaginer, je ne sais pas... Bon, si j'avais le choix de dire entre contracter avec une agence de communication occidentale pour avoir un certain impact sur un processus électoral et venir échanger comme nous le faisons avec vous, je crois que le choix est clair. Je viendrai échanger avec vous parce que ce que nous disons, nos échanges, votre interview, nos concitoyens nous écoutent. Je ne crois pas qu'il y a des Togolais qui puissent être influencés de quelque manière que ce soit. Maintenant, la question est de savoir. savoir. C'est la première chose. Oui. La deuxième chose, tout le monde sait que le groupe Bolloré n'est pas dans une position monolithique au Togo. Le groupe Bolloré ne gère pas le port autonome de Lomé. Le groupe Bolloré a un contrat et une concession pour la gestion, pour la construction et la gestion d'un terminal. Oui. En revanche, 300 milliards pour 35 ans. Le port autonome de Lomé, oui. Les installations et les opérations garantissent parfaitement les conditions de compétitivité et de concurrence saine. Tout le monde sait qu'au port autonome de Lomé,
il y a plusieurs groupes qui opèrent et qui n'ont aucun lien et aucun intérêt les uns avec les autres. Est-ce que la passation a été faite dans les règles de l'art? Bien entendu. Bien entendu. Donc je ne vois même pas quel aurait été l'intérêt du Togo alors que nous préférons que notre port soit à la fois compétitif et concurrentiel, y compris dans les installations, pour que le consommateur, les usagers, les sociétés portuaires puissent avoir même le choix de leur affréteur. Je ne vois pas quel aurait été même l'intérêt. Donc, je ne veux même pas entrer dans quelques spéculations de quelque nature que ce soit. Je dis tout simplement 3 choses. D'une part, le Togo n'est pas mêlé à cette histoire. Le nom du Togo est cité, mais puisque le mis en cause n'est que, pour le moment, inculpé, laissons la procédure aller à son terme. L'essentiel pour les Togolais, c'est de savoir que leur port a été cédé, une partie de leur port a été cédée à M. Bolloré dans les règles de l'art. C'est tout ce que les Togolais veulent. Non seulement les règles de passation de marché sont scrupuleusement respectées, il faut garantir aux Togolais que le port autonome de Lomé est l'un des rares ports en Afrique à assurer des conditions de concurrence. Oui, concurrence, d'accord, mais est-ce que le fait de céder cela à M. Bolloré, qui aurait dû faire chasser, en tout cas qui aurait dû chasser quelqu'un d'autre, est-ce que ça a été fait? Il a chassé qui? Mais monsieur le ministre, vous le savez. Non. Quelqu'un était là avant qu'il ne vienne. Évitez. Non, je ne veux pas me mêler de tout ça. Voilà. Revenons maintenant. Si demain, le directeur et le propriétaire de votre radio, vous venez ici et vous lui donnez le sentiment que vous êtes devenu propriétaire de cette radio et qu'il vous chasse de ce studio, ne venez pas me dire que c'est un usurpateur. D'accord. Francis est en ligne. Informez-vous, faites attention. Francis, bonjour. Oui, bonjour Joachim. Oui, nous vous écoutons. Le ministre, beaucoup. Merci. Son franc parler. Vraiment, il est très franc. Je voudrais simplement dire au ministre que j'allais poser la question en tant que cette affaire de TNP, je crois à la date du 19 août, où moi j'ai considéré cela comme un coup d'état civil qui avait failli emporter le régime. Heureusement qu'il y avait des gens conséquents. La presse a fait un travail et nous avons apprécié cela diversement. Je voudrais simplement demander à M. le ministre, est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui qu'il faille revoir l'aide de l'État à la presse? Ah là là. Vous anticipez sur ma préoccupation. Voilà, c'est très important parce qu'on était à plus de 500 millions, un travail a été fait. D'accord, merci. Il ne faille pas aller jusqu'à 1 milliard au moins pour que cela soit canalisé également par la RAC afin que les dérapages soient sanctionnés par la RAC et non par le SRI. D'accord, merci beaucoup, monsieur le ministre, vous l'avez écouté. Non, merci Joachim, c'est un commentaire aimable. C'est un commentaire aimable. Nous ne sommes pas à la veille de Noël, donc on ne va pas commencer à distribuer des ressources que nous n'avons pas encore. Je crois que c'est un message qui est entendu. Oui. Et je voudrais le rassurer. Ce qui s'est passé le 19 procédait d'une tentative de coup de force. Et les instigateurs sont parfaitement connus. Mais nous allons agir avec l'esprit de responsabilité. Oui, à quand la libération des restes des détenus dans les prisons? Monsieur Joachim, tout à l'heure, vous me dites qu'il faut respecter l'état de droit. D'accord. Il faut respecter les règles constitutionnelles. Vous voulez maintenant qu'on contourne la justice? Je ne le dis pas, mais c'était des engagements que vous aviez pris avec la coalition. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut laisser la justice faire son travail? Je ne le dis pas, j'ai posé la question dans le sens de l'accord que vous avez eu avec l'opposition. La justice est encouragée à accélérer le traitement des dossiers de ceux qui sont encore en détention. Et une fois que les procédures judiciaires seront à leur terme. Des rafles encore sont quasi existantes tous les jours. Maintenant, on est des Togolais, mais c'est difficile de sortir maintenant les nuits. Non. Oui. Il peut y avoir des incidents regrettables. Ne généralisez pas et évitez d'utiliser des mots qui n'ont pas lieu d'être. Il n'y a pas de rafle. Mais est-ce que M. Tchipia Tchadam est rassuré de rentrer au pays maintenant? Comment il est sorti du pays? Je ne le sais pas.
Il est sorti naturellement. Il craint pour sa sécurité. Et pourquoi il craindrait pour sa sécurité? Mais moi, je trouve ça assez extraordinaire. Hein. Un général d'armée qui déserte les troupes et qui se planque quelque part et qui dit... Mais c'est assez extraordinaire. Non, je crois qu'il est assez responsable pour être disposé à assumer tous ses actes et naturellement leurs conséquences. Merci. Le dialogue ne sera pas d'une excuse pour que les actes qui auraient une incidence d'ordre judiciaire ne le soient pas. Merci, monsieur le ministre Gilbert Barra, d'être venu chez nous. C'est nous. moi qui vous remercie et c'est toujours un grand plaisir. Je voudrais profiter pour m'excuser. Il y a eu à 2 occasions la possibilité que je puisse venir échanger avec vous et éclairer l'opinion de nos frères et sœurs togolais, de vos auditeurs et auditrices. Je n'avais pas pu le faire en raison de contraintes. Donc je profite pour m'excuser et demander que les gens ne me tiennent pas trop rigueur. Voilà. Merci. Et aux auditeurs de pouvoir accepter vos excuses. Sinon, à nous, nous l'avons accepté, c'est pourquoi nous vous avons encore invité. Non, vos auditeurs et auditrices sont beaucoup plus aimables et compréhensifs, contrairement à vous-même. Merci, messieurs et dames. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. Mais à l'instant, le ministre Gilbert Barra de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative. Il est également le point focal du gouvernement au dialogue inter-togolais. Messieurs et dames, c'est fini. Merci à Skol pour véritablement son accompagnement serein jusqu'à la fin. Jacob Arama sera avec vous à 9h. 96.3, la chaîne de